Le chat noir, nouvelle d'Edgar Allan Poe. Au récit le plus fou, et pourtant le plus banal, que je m'apprête à écrire, je n'attends ni ne demande nulle créance. Je serais fou de m'y attendre, dans une affaire où mes sens eux-mêmes réfutent leurs propres témoignages. Pourtant, je ne suis pas fou et je ne rêve sûrement pas. Mais si demain je meurs, aujourd'hui je voudrais libérer mon âme de ce fardeau. Mon premier objectif est de présenter au monde, simplement, succinctement et sans commentaire, une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, torturé, détruit. Je n'essayerai pourtant pas de les expliquer. Pour moi, ils n'ont été qu'horribles, pour beaucoup, ils sembleront plus baroques qu'effrayants. Après, peut-être, il se trouvera des esprits qui réduiront mon fantasme à des choses ordinaires, des esprits plus calmes, plus logiques et beaucoup moins excitables que le mien, qui percevront, dans les circonstances que je détaille avec effroi, rien de plus qu'une succession ordinaire de causes et d'effets très naturels. Depuis mon enfance, je me fis remarquer par ma docilité et l'humanité de mon caractère. La tendresse de mon cœur était même si manifeste qu'elle fut l'objet des railleries de mes camarades. J'étais particulièrement amoureux des animaux, et mes parents m'offrirent une grande variété d'animaux de compagnie. Je passais avec eux la plus grande partie de mon temps, et rien ne me procurait plus de bonheur que de les nourrir et de les caresser. Ce trait de mon caractère s'affirma avec l'âge, et dans ma vie d'homme, j'en tirai une de mes principales sources de plaisir. À ceux qui ont nourri une affection pour un chien, fidèle et sagace, je n'ai nul besoin d'expliquer la nature ou l'intensité de la gratification que l'on peut en tirer. Il y a quelque chose dans l'amour désintéressé et autosacrificiel d'une bête qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de tester l'amitié mesquine et la fragile fidélité de l'homme simple. Je me mariai jeune et fus heureux de trouver en ma femme un caractère qui n'était pas incompatible avec le mien. Remarquant mon penchant pour les animaux domestiques, elle ne manqua pas d'en acquérir certains des plus charmants. Nous eûmes des oiseaux, des poissons rouges, des lapins, un petit singe et un chat. Ce dernier était un chat remarquablement grand et beau, tout noir, et intelligent au plus haut point. En parlant de son intelligence, ma femme, qui, de cœur, n'était pas peu superstitieuse, faisait souvent allusion à l'ancien dicton populaire qui faisait de tous les chats noirs des sorciers déguisés. Elle ne prenait pas toujours cela au sérieux. Je note ceci, à la seule fin qu'on s'en souvienne. Pluton, le chat s'appelait ainsi, était mon animal et mon compagnon de jeu préféré. Moi seul le nourrissais. Et il me suivait partout où j'allais dans la maison. C'est même avec difficulté que je l'empêchais de me suivre dans la rue. Notre amitié dura de cette façon durant plusieurs années, durant lesquelles mon tempérament général et mon caractère, qui furent les instruments du démon de l'intempérance, avaient subi, je rougis de l'avouer, une altération radicale pour le pire. Je devins de jour en jour d'humeur plus changeante, plus irritable, plus indifférent aux sentiments des autres. Je souffris moi-même d'user d'un langage grossier envers ma femme. À la longue, j'usais même envers elle de violence physique. Mes animaux, bien sûr, se rendirent compte du changement de mon caractère. Je ne fis pas que les négliger, mais les maltraiter également. Cependant, je gardai assez d'attention envers Pluton pour m'empêcher de le maltraiter, alors que je n'avais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe ou même le chien, quand par accident ou par affection il croisait mon chemin. Mais ma maladie prit possession de moi. Y a-t-il pire maladie que l'alcoolisme ? Et à la longue, même Pluton, qui devenait vieux alors, ce qui le rendait un peu grincheux, même Pluton se mit à souffrir des effets de mon mauvais caractère. Une nuit, revenant chez moi, très saoul, de l'un de mes repères en ville, j'imaginai que le chat évitait ma présence. Je l'attrapai, lorsque, effrayé par ma violence, il m'infligea une légère blessure sur la main avec ses dents. La furie d'un démon s'appara aussitôt de moi. Je ne me contrôlais plus. Mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps, et une cruauté diabolique et imbibée de gin fit trembler chaque fibre de mon corps. Je sortis mon canif de la poche de mon gilet, le dépliai, me saisis de la pauvre bête par la gorge, et délibérément, je lui arrachai un œil de ses yeux et de son orbite. Je rougis, je brûle, je frissonne, tandis que je relate cette condamnable atrocité. Lorsqu'au matin je repris mes esprits, quand le sommeil eut chassé les vapeurs d'une nuit de débauche, je ressentis une sensation mêlée d'horreur, de remords, pour le crime dont je m'étais rendu coupable. Mais c'était au mieux un sentiment diffus et équivoque, et l'âme restait indemne. Je me replongeai dans l'excès et noyai bientôt dans le vin tout souvenir de cet acte. Pendant ce temps, le chat guérissait lentement.
L'orbite de son œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il ne semblait plus en souffrir. Il revint à la maison comme d'habitude, mais comme il fallait s'y attendre, il fuyait à ma vue avec une extrême terreur. Il restait assez de mon vieux cœur pour me sentir d'abord affligé par l'évidente antipathie que me témoignait la créature qui m'avait autant aimé auparavant. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation. Puis vint, comme pour ma chute finale et irréversible, l'esprit de la perversité. De cet esprit, la philosophie ne fait pas état. Pourtant, je ne suis pas plus sûr du fait que mon âme vit que du fait que la perversité est une des pulsions primitives du cœur humain, une des indivisibles facultés premières ou sentiments premiers qui orientent le caractère de l'homme. Qui ne s'est pas trouvé une centaine de fois en train de commettre une action vile ou stupide, pour nulle autre raison qu'il ne devrait pas la commettre? N'avons-nous pas une inclinaison perpétuelle, dans les fondements de notre propre jugement, à violer ce qui représente la loi, justement parce que nous la reconnaissons être telle? Cet esprit de perversité, vous dis-je, causa ma chute finale. C'était cet insondable désir de l'âme à se contrarier elle-même, à faire violence à sa propre nature, à faire le mal pour l'amour du mal, qui me poussa à continuer et finalement à achever la blessure que j'avais infligée à cette bête inoffensive. Un matin de sang-froid, je glissai une corde à son cou et de le pendre à la branche d'un arbre. Je l'ai pendu parce que je savais qu'il m'avait aimé et parce que je n'avais aucune raison de l'offenser. Je l'ai pendu parce que je savais qu'en agissant ainsi, je commettais un péché mortel, qui compromettait mon amie mortelle à tel point que si une telle chose était possible, qu'elle la mettrait hors d'atteinte de la pitié infinie du Dieu le plus miséricordieux et le plus terrible. La nuit du jour où cet acte cruel fut commis, je fus sorti de mon sommeil par le cri du feu. Les rideaux de mon lit étaient en feu, la maison entière flambait. C'est avec grande difficulté que ma femme, un domestique et moi-même fouillâmes de la déflagration. La destruction était totale. Toutes mes richesses sur terre furent détruites, et je m'abandonnai tout entière au désespoir. Je ne m'abaisse pas à chercher une relation de cause à effet entre le désastre et l'atrocité, mais je détaille un enchaînement de faits et ne souhaite pas omettre un possible lien. Je visitai les ruines, les murs, à l'exception d'un seul, s'étaient écroulés. Cette exception consistait en une cloison pas très épaisse qui se tenait environ au milieu de la maison et contre laquelle était appuyée la tête de mon lit. À cet endroit, le plâtre avait en grande mesure résisté à l'action du feu, un fait que j'attribuais au fait qu'il avait été appliqué récemment. Autour de ce mur, une foule dense s'était rassemblée, et beaucoup de personnes semblaient en examiner une portion particulière avec la plus fine et grande attention. Les mots « étrange »,« singulier » et autres expressions similaires excitèrent ma curiosité. Je m'approchai et vis comme cela avait été gravé en bas-relief sur la surface blanche la silhouette d'un chat gigantesque. L'impression était rendue avec une précision vraiment extraordinaire. Il y avait une corde autour de l'animal. Quand je vis cette apparition, car je ne pouvais pas la considérer autrement, mon émerveillement et ma terreur étaient extrêmes. Mais une mûre réflexion me vint en aide. Le chat, me souvins-je, avait été pendu dans un jardin adjacent à la maison. À l'alarme du feu, ce jardin avait aussitôt rempli par la foule. L'une des personnes avait dû détacher le chat de l'arbre et le jeter dans ma chambre, à travers une fenêtre ouverte. Cela avait dû être fait dans le but de me sortir de mon sommeil. La chute des autres murs avait comprimé la victime de ma cruauté dans le plâtre fraîchement étalé. Avec les flammes, la chaux et l'ammoniaque de la carcasse avaient alors accompli le portrait que je voyais. Bien que j'aie volontiers eu recours à ma raison, si ce n'est à ma conscience, pour rendre compte de ces faits surprenants, ils n'en ont pas moins laissé une forte impression sur mon imagination. Pendant des mois, je ne pus me débarrasser de l'image du chat, et durant cette période, un demi-sentiment me revint à l'esprit qui semblait être, mais n'en était pas, du remords. J'en veux au point de regretter la perte de l'animal et de chercher autour de moi, parmi les lieux vils que je fréquentais alors habituellement, un autre animal de la même espèce et plus ou moins de la même apparence pour le remplacer. Une nuit, tandis que j'étais assis à moitié hébété dans un antre plus qu'infâme, mon attention fut soudain attirée par un objet noir, reposant au sommet d'une de ces immenses barriques de gin ou de rhum, qui constituaient le principal mobilier du lieu. Je regardai fixement le sommet de cette barrique depuis quelques minutes, et je fus surpris par le fait que je n'avais pas plus tôt aperçu l'objet qui se trouvait dessus. Je m'en approchai,
et le touchai avec la main. C'était un chat noir, un très grand chat, largement aussi grand que Pluton, et lui ressemblant beaucoup, excepté une chose. Pluton n'avait pas un seul poil blanc sur aucune partie de son corps, alors que ce chat avait une tache de blanc imprécise qui recouvrait presque toute sa poitrine. Quand je le touchai, il se leva aussitôt, ronronna bruyamment, se frottant contre ma main, et eut l'air ravi de mon attention. Là se trouvait la créature que je recherchais. Je demandai tout de suite au propriétaire de l'acheter, mais celui-ci n'en demandait rien, il ne savait rien de lui et ne l'avait jamais vu. Je continuai à le caresser, et quand je m'apprêtais à rentrer chez moi, l'animal manifesta l'envie de m'accompagner. Je lui permis de le faire, et me baissai pour le caresser tout en avançant. Quand il arriva chez moi, il se laissa domestiquer tout de suite, et devint aussitôt un des animaux favoris de ma femme. Pour ma part, je sentis bientôt naître en moi une aversion à son égard. Il se produisait exactement le contraire de ce que j'avais prévu. Mais je ne sais pas comment ni pourquoi cela se produisait. Son amour évident pour moi ne faisait que me dégoûter et m'ennuyer. Peu à peu, ces sentiments de dégoût et d'ennui se transformèrent en une haine amère. J'évitais la créature. Une certaine honte, ainsi que le souvenir de mon précédent acte de cruauté m'empêchèrent de me prendre à lui physiquement pendant des semaines. Je ne le frappais pas, ou en aucune sorte je ne l'agressais violemment. Mais petit à petit, insensiblement, je me mis à ressentir pour lui un indicible mépris, et silencieusement à fuir comme la peste son odieuse présence. Ce qui ajoutait sans doute à ma haine de la bête, ce fut la découverte, alors que je rentrais chez moi un matin, qu'il lui manquait un œil comme Pluton. Mais ce détail le rendait encore plus cher aux yeux de ma femme, qui, comme je vous l'ai dit, possédait au plus haut degré cette humanité de sentiment qui fut jadis mon trait distinctif et la source de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Mais, contrairement à mon aversion pour ce chat, son penchant pour moi sembla grandir. Il suivit chacun de mes pas avec une opiniâtreté qu'il serait difficile de faire comprendre au lecteur. Quand je m'asseyais, il s'allongeait sous ma chaise, ou me couvrant de ses infâmes caresses. Si je me levais pour marcher, il se mettait entre mes jambes, me faisant presque tomber, ou plantant ses longues griffes acérées dans mon habit. Il grimpait sur ma poitrine. Lors de ces moments-là, bien que j'aie envie de le détruire d'un coup, je me retenais de le faire, en partie à cause du souvenir de mon crime précédent, mais surtout, il faut que je vous l'avoue, par peur absolue de la bête. Cette peur n'était pas tout à fait une peur du diable, pourtant je serais bien en peine de la définir autrement. J'ai presque honte de l'avouer. Oui, dans ma cellule de prisonnier, j'ai presque honte d'avouer que la terreur et l'horreur que l'animal m'inspirait étaient amplifiées par une des chimères les plus simples qu'il fût possible de concevoir. Ma femme avait attiré mon attention plus d'une fois sur la marque de poil blanc dont j'ai parlé et qui constituait la seule différence visible entre l'étrange bête et celle que j'avais détruite. Le lecteur se rappellera que cette marque, bien que large, était à l'origine très imprécise. Mais lentement, presque imperceptiblement, et que ma raison rejeta longtemps comme pure imagination, celle-ci prit à la longue un contour de plus en plus net et précis. À présent, elle représentait un objet que je n'ose nommer. Ceci, surtout que je haïssais, que je craignais, ce monstre dont je me serais débarrassé si j'avais osé, c'était maintenant, vous dis-je, l'image hideuse, horrible, de la potence, ô terrible et lugubre machine de l'horreur et du crime, de l'agonie et de la mort. Et alors, j'étais vraiment misérable parmi les plus misérables de l'humanité. Et une bête dont j'avais détruit avec mépris le compagnon. Une bête était pour moi un homme façonné à l'image de Dieu, était la cause de tant de malheurs intolérables. Hélas, ni le jour ni la nuit ne connus-je plus la bénédiction du repos. Durant le jour, la créature ne me laissa plus de répit, et durant la nuit je me mis chaque heure, à partir de rêves de frayeur indicible, à sentir le souffle chaud de la chose sur mon visage et son poids énorme. Un cauchemar incarné dont je n'avais nul pouvoir de me libérer, pesant éternellement sur mon cœur. Sous la pression de tels tourments, la faible part du bien en moi succomba. Des pensées infernales devinrent mes seules compagnes, les pensées les plus sombres et les plus diaboliques. Mon humeur habituellement changeante se transforma en haine de toute chose et de l'humanité entière, tandis que de soudains, fréquents et incontrôlables accès de furie auxquels je m'abandonnais aveuglément, ma femme, sans se plaindre, était la plus fréquente et la plus patiente victime. Un jour, elle m'accompagna pour une course domestique dans la cave du vieux bâtiment que notre pauvreté nous obligeait à habiter. Le chat me suivit sur les marches raides, et en me renversant presque, me rendit fou de colère, soulevant une hache, et oubliant, dans ma colère, la peur puérile qui avait jusqu'ici retenu ma main,
je portai un coup à l'animal qui, bien sûr, aurait été instantanément fatal s'il avait été porté comme prévu. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Aiguillonné à cause de l'intrusion, dans une rage encore plus démoniaque, je retirai mon bras de sa prise et enfonçai la hache dans son crâne. Elle tomba morte sur le sol, sur place, sans une plainte. Ce meurtrier accompli, je me mis sur le champ et avec une implication complète à la tâche de cacher le corps. Je savais que je ne pouvais le sortir de la maison, de jour ou de nuit, sans prendre le risque d'être vu par les voisins. De nombreuses idées me passèrent par l'esprit. Un instant, je pensais à couper le cadavre en petits morceaux et à le détruire par le feu. L'instant d'après, je résolus de creuser une tombe dans le sol de la cave pour l'y enterrer. Puis je pensais à le cacher dans le puits du jardin, à l'empaqueter dans une boîte comme une marchandise, avec les dispositions habituelles, et de faire appel à un porteur pour le faire partir de la maison. Finalement, je décidai d'un meilleur expédient que tout ceci. Je choisis de l'emmurer dans la cave, comme, raconte-t-on, les moines emmuraient leurs victimes. Pour un tel objectif, la cave était bien adaptée. Ses murs étaient mal construits et avaient été récemment plâtrés avec un plâtre de mauvaise qualité que l'humidité de l'air avait empêché de durcir. De plus, il y avait une représentation dans un des murs due à une fausse cheminée ou un âtre que l'on avait comblé et avait fait ressembler au reste de la cave. Je ne doutais pas de pouvoir la déplacer, d'y insérer le cadavre et d'emmurer le tout comme avant, sans que regard n'y puisse rien déceler de suspect. En faisant ce calcul, je ne fus pas déçu. Au moyen de pieds de biche, je délogeai rapidement les briques et, ayant prudemment déposé le corps contre le mur intérieur, je le calai dans cette position, tandis que sans grand-peine, je remettais en place toute la structure telle qu'elle était au départ. Ayant ajouré du mortier, du sable, de la paille avec toutes les précautions possibles, je préparai du plâtre de façon à ce que chaque poste ne puisse être distingué du précédent. Et avec celui-ci, je recouvrai soigneusement le nouveau mur de briques. Quand j'eus fini, je fus satisfait de ce bon travail. Le mur ne présentait pas la moindre trace d'avoir été disturbé. Les déchets de terre furent ramassés avec le plus grand soin. Je regardai autour de moi d'un air triomphant et me dis à moi-même « Ici, au moins, mon travail n'a pas été vain. » Ma prochaine tâche fut de rechercher la bête qui avait été la cause de tant d'infortunes, car j'avais finalement fermement résolu de le mettre à mort. Si j'avais pu le rencontrer à ce moment-là, son sort aurait sans doute été scellé. Mais il apparaissait que cet animal rusé avait été alarmé par la violence de ma colère précédente et redoutait d'affronter mon humeur actuelle. Il est impossible de décrire ou d'imaginer l'impression profonde d'extase qu'occasionnait dans ma poitrine l'absence de la créature détestée. Il n'apparut pas de la nuit, et ainsi, pour au moins une nuit, depuis son apparition dans la maison, je dormis sur mes deux oreilles et paisiblement. Oui, je dormis avec le fardeau du meurtre sur la conscience. Le second et le troisième jour passèrent, et mon tourmenteur ne se montra pas. Je respirai à nouveau comme un homme libre. Le monstre terrifié avait quitté les lieux pour toujours. Je ne le verrai plus jamais. Mon bonheur était suprême. La culpabilité de mon acte monstrueux ne m'avait que très peu perturbé. Quelques enquêtes avaient été menées, M. Dernier avait été aussitôt résolu. Une perquisition avait même été faite, mais bien sûr, rien n'avait été découvert. Je considérais ma future félicité comme une chose acquise. Le 4e jour après l'assassinat, un groupe de policiers se présenta de façon très inattendue dans la maison et inspecta de nouveau les lieux avec une rigoureuse attention. Les officiers me demandèrent de les accompagner dans leurs recherches. Ils ne laissèrent aucun coin ni recoin inexploré. Finalement, ils descendirent à la cave pour la 3e ou 4e fois. Je ne bougeais pas un muscle. Mon cœur battait calmement comme celui de quelqu'un sûr de son innocence. Je marchais dans la cave de long en large. Je croisais les bras sur ma poitrine et errais, çà et là. La police était entièrement satisfaite et se préparait à partir. La joie dans mon cœur était trop forte pour être tenue. Je brûlais de dire ne serait-ce qu'un mot, comme pour triompher, et de les rassurer doublement sur mon innocence. « Messieurs, dis-je enfin, tandis que le groupe montait les marches, je suis heureux d'avoir apaisé vos doutes. Je souhaite à tous la santé et une plus grande courtoisie. En guise de revoir, messieurs, c'est une maison très bien construite. » Dans le désir de dire quelque chose avec facilité, je savais à peine ce que je prononçais. « Ces murs, vous partez, messieurs, ces murs sont solidement bâtis, et ici, dans la simple frénésie de la bravade, je frappai lourdement de la main sur la partie même du mur en briques derrière laquelle se tenait le cadavre de ma femme bien-aimée. Mais puisse Dieu me protéger et me délivrer des griffes du malin. À peine la réverbération des coups s'était-elle tue qu'une voix me répondit dans l'intérieur de la tombe. Par un cri, d'abord assourdi et brisé, comme les sanglots d'un enfant, et se changeant rapidement à un cri continu,
totalement anormal et inhumain, un hurlement, un cri strident et gémissant, à moitié d'horreur, à moitié de triomphe, comme il aurait pu sortir seulement de l'enfer, conjointement des gorges des damnés dans leur agonie et des démons qui exultent dans la damnation. De mes pensées, il est folie de penser. Me pâmant, je chancelais sur le mur opposé. Un instant, le groupe resta immobile sur les marches, figé de terreur et d'effroi. Ensuite, une dizaine de bras robustes défonçaient le mur. Il tomba, le cadavre. Il était déjà grandement décomposé et coagulé de sang. Se tenait debout devant les yeux des spectateurs. Sur la tête, avec une grande bouche rouge et l'œil solitaire du feu, assise, l'hideuse bête dont la ruse m'avait incité au meurtre et dont la voix m'avait condamné, j'avais emmuré le monstre dans la tombe.